Bienvenue au podcast En vente libre, un podcast où on rend l'information en santé enfin à portée de main. On est les Gabrielles au carré. Moi, c'est Gabrielle Catafort. Et moi, Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. On fait aussi partie de l'Association des étudiants en pharmacie de l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, je vais vous laisser, Gabrielle, vous présenter notre épisode et notre invité. Donc aujourd'hui, on reçoit Nathalie Letarte, qui est une pharmacienne en oncologie au CHUM, ici à Montréal. Elle est aussi professeure de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Donc aujourd'hui, si vous écoutez en vidéo ou en audio, vous avez peut-être remarqué qu'on porte des masques. C'est parce que notre invitée, justement, elle est pharmacienne en oncologie. Donc elle travaille avec des patients qui sont immunosupprimés. Donc le système immunitaire est très vulnérable à toutes sortes d'infections. Donc aujourd'hui, on porte le masque sur le podcast. Donc c'est un petit changement. Et sur le sujet de l'épisode, on parle de cancer. On avait beaucoup de questions pour notre invité, que ce soit qu'est-ce que le cancer? Est-ce qu'on peut prévenir le cancer? Est-ce qu'il y a des cancers super fréquents? C'est quoi les traitements à ce niveau-là? Est-ce que quand on a un diagnostic de cancer, on est vraiment assuré d'avoir un pronostic vraiment très bas ou au contraire, on peut avoir des chances de survie? Donc, on a vraiment beaucoup parlé de plein de sujets, autant la maladie en tant que telle, mais aussi au niveau psychologique. Donc, qu'est-ce que ça implique pour les patients? Qu'est-ce que ça implique pour le personnel soignant? Donc, c'était vraiment très intéressant et très informatif. Donc, j'ai hâte que vous entendiez ça. Oui, effectivement, épisode très pertinent. Puis je pense que comme ça touche tout le monde parce que on connaît tous quelqu'un, malheureusement, dans notre entourage qui peut être atteint de cancer. Fait que je pense que ça peut toucher n'importe qui nous écoute. Puis c'est jamais trop tard pour s'informer, pour avoir les bonnes bases, pour mieux affronter cette maladie. Donc, juste avant de commencer l'épisode, j'aimerais remercier la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal de nous soutenir dans notre projet Balado. Aussi, j'aimerais remercier Free Fall Records, qui est la compagnie qui nous a aidés à créer la musique que vous entendez à chaque podcast, ainsi que notre amie Lauriane Montun, qui est la chanteuse de la chanson que vous entendez. Puis finalement, Live City Media, qui est la compagnie qui nous a aidés à créer le logo que vous voyez sur vos appareils mobiles où vous nous écoutez ou sur YouTube. Donc voilà, fait que j'espère que vous allez apprécier l'épisode et que vous allez autant aimer ça que nous, on a eu du plaisir à le tourner avec Nathalie Letarte aujourd'hui. Bonne écoute! Bonne écoute! La santé, c'est pas toujours clair. T'inquiète, c'est plus simple que ça en a l'air. Au podcast, en vente libre, les gars vont ton back. Donc, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast. Pouvez-vous vous présenter pour commencer, nous dire votre rôle, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour qu'on ait une idée un peu de votre parcours? Oui, certainement. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. Mon nom est Nathalie Letarte. Je suis pharmacienne de formation, une pharmacienne qui travaille en hôpital, en milieu hospitalier. Donc, je travaille au CHUM et je travaille principalement en oncologie avec des patients qui sont atteints de cancer. Et je partage mon temps également avec la faculté de pharmacie où je suis professeur de clinique et également je suis vice-doyenne aux études en pharmacie et à la vie étudiante. Donc, j'ai plusieurs chapeaux dans mon travail, mais je viens aujourd'hui surtout parler de mon travail comme pharmacienne là, en oncologie. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui a comme motivé votre intérêt peut-être à aller vers l'oncologie en particulier plutôt qu'un autre domaine? C'est une bonne question. Quand j'étais à l'école, il y a plusieurs années, après ma formation de pharmacienne, j'ai fait une maîtrise pour pouvoir aller travailler en hôpital, en pharmacie d'hôpital. Et on fait plusieurs stages, on va dans plusieurs disciplines. Donc, j'ai fait un stage en médecine interne, en psychiatrie, en cardiologie. Et j'arrivais pas à trouver qu'est-ce qui m'allumait vraiment jusqu'à temps que je fasse mon dernier stage en oncologie à la toute fin de ma résidence. Et là, j'ai eu comme le coup de foudre pour travailler avec les patients. C'était des patients qui avaient une maladie vraiment, vraiment sévère, hein, quand on est atteint de cancer et tout ça, puis on doit avoir de la chimiothérapie. Et il y avait besoin d'aide, il y avait besoin de notre soutien. Puis à l'époque, c'est un des endroits où le pharmacien était le plus impliqué déjà, puis faisait le suivi des antinauséeux, pouvait prescrire certains médicaments avec des ententes qu'on avait avec des médecins à l'époque. Puis j'avais l'impression que chaque petit geste que je faisais pour aider ces patients-là, ça faisait tellement de grosses différences pour eux. Donc, ça a donné vraiment un sens au travail que je faisais à l'hôpital. Ouais, fait que ça a été le coup de foudre là, pour ça. Ça fait plus de 25 ans maintenant que je travaille en oncologie, ouais.
C'est vraiment impressionnant. Fait que est-ce que vous avez toujours fait au CHUM, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, ou vous avez fait aussi d'autres places à travers votre parcours? J'ai commencé, à l'époque, le CHUM, c'était pas le CHUM, c'était l'hôpital Saint-Luc. Après, ça a fusionné. J'ai travaillé à Notre-Dame. Et ensuite, là, on est redéménagé au nouveau CHUM. Mais dans mon parcours, j'ai fait des petites visites. Je suis allée travailler pendant 1 an et demi en région. Je suis allée travailler en Abitibi. Donc, j'ai travaillé un peu en pharmacie communautaire et un peu à l'hôpital. Puis, je suis allée faire un stage également à Chicago, un stage de perfectionnement pour pouvoir devenir professeur à la faculté de pharmacie. Donc, je suis allée faire des stages là-bas en oncologie dans 2 hôpitaux aux États-Unis. Donc, ça aussi, ça a été vraiment une belle expérience de voir comment ça se passait là, aux États-Unis. Le système de santé, c'est différent. Hein, c'est pas comme chez nous. Mais ça a été vraiment une très belle expérience. Ouais. Ah, wow, c'est vraiment intéressant et impressionnant. Là. Félicitations pour votre parcours. Là. Je pense que, honnêtement, vous êtes un modèle pour tous les futurs pharmaciens. Puis même les gens qui connaissent pas les pharmaciens, je pense que Nathalie Letarte est vraiment une référence dans le domaine. Fait que, en tout cas, félicitations pour votre parcours. Merci. Fait que, justement, on voulait vous parler aujourd'hui puis discuter avec vous pour votre expertise un peu particulière qui est en oncologie. Oncologie qui veut dire, dans le fond, le cancer. Donc, peut-être commencer pour démystifier un peu qu'est-ce que le cancer, parce qu'on en entend souvent parler, tu sais, le cancer, on dirait que ça fait comme un peu omniprésent dans nos vies. On connaît pas mal tout quelqu'un atteint de cancer, malheureusement. Puis, c'est un sujet sensible aussi, je pense. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, puis ça touche les cordes sensibles. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Peut-être que c'est peut-être moins compris dans la tête des gens. On sait que tu vas peut-être mourir, ça a l'air super. Tu reçois un diagnostic, puis tu te dis, mon Dieu, ma vie est terminée. Mais qu'est-ce que c'est exactement le cancer? Peut-être le vulgariser là, pour qu'on puisse mieux comprendre, établir les bases, pour qu'on puisse comme après en discuter plus, là. Bien, effectivement, dans le fond, on entend beaucoup parler de ça. Vous avez raison, parce que dans notre vie, c'est presque une personne sur 2 là, en bout de ligne qui va être atteinte d'un cancer. Donc, c'est sûr qu'on connaît tous quelqu'un qui est atteint de cancer. Puis, souvent, pour des gens de votre âge, bien, c'est plus vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, des fois des parents, puis parfois même des gens de notre âge ou des enfants. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les personnes en haut de 50 ans, disons ça comme ça. Le cancer, en fait, c'est pas juste une maladie. C'est comme si c'était une centaine de maladies, parce que le cancer, ça peut se développer à différents endroits dans le corps. Dans le fond, pour vous mettre en contexte, notre corps est fabriqué de milliers de cellules, des petites cellules, puis chaque cellule a une programmation. Il y a des gènes, il y a des chromosomes, il y a un code qui existe dans ces cellules-là. Et le code dit à la cellule, bien là, tu vas grandir, là, tu vas te reproduire, là, tu vas mourir. C'est déjà préprogrammé. Mais des fois, il y a des petites mutations qui arrivent, puis là, le signal, c'est pas le bon signal qui est envoyé, puis là, la cellule va se reproduire, grossir, et ça va finir par faire ce qu'on appelle une tumeur, une petite bosse, une lésion, puis ça va grossir. Puis c'est une croissance qui est un peu exponentielle, si je peux dire, qui va augmenter très, très rapidement, puis qui va augmenter dans le temps, puis qui est incontrôlée. Donc, si on ne fait rien, bien, ça va juste continuer de grossir, par exemple. Donc, ça peut atteindre différents organes. Hein. Souvent, on va entendre parler du cancer du sein. Bien là, les femmes vont détecter une bosse, par exemple, au niveau du sein. Puis, ça peut être petit au début, mais ça peut grossir dans le temps. On peut avoir un cancer du poumon, un cancer de la prostate chez les hommes, des cancers de la peau aussi, puis des cancers de plein d'organes. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plusieurs maladies, parce que chaque type de cancer peut évoluer différemment. OK. Puis est-ce qu'il y a peut-être une composante génétique dans tout ça? T'sais, on connaît tous peut-être un proche qui est atteint de ça. Y a-t-il un lien qui peut être fait avec la génétique ou pas du tout? Une partie, effectivement. Okay. Les causes du cancer ne sont pas toutes connues. Par contre, on en connaît certaines. On sait tous que la cigarette, c'est pas bon, puis ça peut causer le cancer du poumon. Le soleil, c'est des rayons, ça peut faire des cancers de la peau. Donc, il y a des causes externes, mais il y a une petite partie génétique, mais c'est pas la majorité des cancers qui sont par cause génétique. On parle de moins de 10 %. C'est pas quelque chose qui est fréquent. Mais c'est sûr que si son père, sa mère, son grand-père paternel, sa grand-mère maternelle ont des antécédents de cancer, ça augmente un petit peu les chances de cancer dans la famille. Mais c'est pas dit que on va en développer un nécessairement. OK. Fait que c'est pas comme absolu, là, si ta mère est atteinte d'un cancer, toi, tu peux ne pas l'être. Pas nécessairement. Okay. C'est variable pour chaque type de cancer. Puis maintenant, on est tellement avancé aussi dans nos recherches qu'on est capable de détecter des gènes ou des mutations
mutations. OK. Donc, on sait, par exemple, que le gène BRCA, c'est s'il y a une mutation à ce niveau-là, bien, on sait qu'il y a plus de chances de développer un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire ou un cancer du côlon chez les hommes. Donc, si on est porteur de ce gène-là, oui, là, il y a plus de chances. Mais on n'a pas nécessairement trouvé des gènes pour tous les cancers, puis ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se développer non plus. Donc, il faut faire attention. Mais si on a des questions, on peut en poser à son médecin, puis selon les antécédents dans sa famille, là, on peut faire des tests là, pour trouver ça. Est-ce que c'est systématique, les tests de gènes que vous dites? Est-ce que maintenant, c'est pratique courante qu'on fait des tests de génétique ou c'est plus si jamais tu as des facteurs de risque là, ton médecin va dire, ça serait peut-être intéressant d'en passer. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Oui, c'est une bonne question. Je ne pensais pas qu'on irait aller jusque-là. En fait, ça va dépendre. Si une patiente qui arrive avec certaines caractéristiques, sa mère, sa sœur ou ses 2 sœurs ont un cancer du sein, tout ça, on va lui conseiller probablement un dépistage en génétique, mais on ne veut pas juste trouver le gène. Il y a des conseillers génétiques pour ça. On fait des prises de sang. Ces gens-là sont rencontrés parce qu'il peut y avoir d'autres implications de te savoir porteur d'un gène qui pourrait causer le cancer. Donc, on ne laisse pas ces gens-là tout seuls. Il faut qu'il y ait un suivi puis une rencontre. Et il y a un consentement éclairé qui doit être donné également. Donc, on ne fait pas du dépistage at large pour savoir si on va développer un cancer. Par contre, si dans notre famille, il y en a beaucoup, puis on découvre une mutation, par exemple, une femme enceinte, pas une femme enceinte, une femme qui a le cancer, on découvre une mutation, bien, elle pourra, et ses enfants pourront choisir de se faire tester en sachant ce que ça veut dire. Okay. Là. Okay. Donc, un exemple que je peux vous donner, là, qui a été connu, qui est public, là, qui est sorti dans les journaux, Angelina Jolie, vous connaissez l'actrice américaine. Ouais. Bien, en fait, sa mère est décédée d'un cancer du sein très jeune et elle était porteur de la mutation BRCA. Et Angelina Jolie aussi est porteuse de cette mutation-là. Donc, elle a décidé avec les conseils de son médecin et de ses conseillers, d'avoir des mastectomies prophylactiques. Donc, on lui a enlevé les 2 seins pour ne pas développer un cancer du sein parce qu'elle savait qu'elle était porteuse de ce gène-là, par exemple. Donc, c'est pas tout le monde là, qui fait ça. Là. Il y a vraiment... Mais c'est quelque chose qui est possible de faire. Okay. Mais c'est une mince partie de tous nos cancers ont ces cancers, a cette composante-là génétique. Puis le fait que la mastectomie qu'elle a eue... dans le fond, c'était total. Je pense que c'est les 2 seins complètement qui ont été enlevés. Est-ce que ça la met, son risque redevient à 0 à ce moment-là? Ou, étant donné que, tu sais, je veux dire, les gènes sont dans toutes nos cellules, est-ce que ça se peut que les autres petites cellules aient le code aussi, puis que ça soit un autre cancer? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est aussi... ça augmente le risque du cancer de l'ovaire et du cancer colorectal aussi, du cancer du côlon. Okay. Donc, ça élimine le risque pour le cancer du sein, ou ça diminue de beaucoup ce risque-là parce qu'ils ont enlevé tout le tissu mammaire. Mais effectivement, elle est quand même porteuse là, de ce gène-là. Donc, on ne peut pas tout éradiquer, mais c'est un des choix qu'elle a fait. Ça diminue son risque, mais pas à 100% qu'elle non, parce jamais. qu'elle a encore... Bien, en fait, je connais pas son dossier médical, là, mais je veux dire, elle a encore ses ovaires ou son intestin, fait qu'on ne sait pas, mais je veux dire, ça diminue cette portion-là de test. Je comprends. Puis, y a-t-il des cancers, que là, on parle du cancer du sein. On entend souvent parler du cancer du sein, le ruban rose, puis tout ça. C'est quoi les cancers les plus fréquents qu'on retrouve le plus fréquemment? Est-ce qu'ils sont pas mal tous égales ou on a pas mal des prédominances de cancers, peut-être au Québec, là, je sais pas si... Oui, en fait, il y a 4 types de cancers qui représentent plus de la moitié de tous les cancers qu'on diagnostique là, au Québec puis au Canada. Donc, le cancer du sein, qui est très fréquent, c'est une femme sur 8 qui va développer un cancer dans sa vie. Le cancer de la prostate, chez les hommes, c'est le cancer qui est le plus fréquemment diagnostiqué aussi. Et ça, c'est un cancer qui apparaît plus avec l'âge. Donc, plus on vieillit, plus on a des chances d'avoir un cancer de la prostate. Et ensuite, le cancer du poumon, qui est vraiment le cancer le plus meurtrier, et chez les hommes et chez la femme. Donc, c'est un cancer qui est agressif. Puis, malgré nos traitements, ça demeure le cancer qu'on est le moins bien capable de traiter, mais le plus meurtrier en termes de nombre de cas là, de cancer du poumon. Et le 4e, c'est le cancer colorectal, le cancer du côlon. OK. Donc, ces 4 types de cancers-là représentent plus de la moitié de tous les types de cancers qu'on va rencontrer. Puis, y a-t-il une raison qui explique ça ou... C'est pas vraiment, pas clairement, dans le sens que les femmes, il y a beaucoup de facteurs de risque. Donc, il y a beaucoup par exemple, le cancer du poumon, ben on sait que la cigarette, c'est un facteur de risque
risque important. La pollution, c'est un facteur de risque également. L'exposition à certains produits chimiques, les gens qui travaillent dans l'amiante, dans des usines de produits chimiques, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs de risque. Donc, c'est sûr, en étant exposé plus aux facteurs de risque. Le cancer colorectal, c'est un cancer qui est beaucoup lié aux habitudes de vie. Donc, une mauvaise alimentation, l'obésité, de la sédentarité, des aliments qui sont très, très riches en gras, des nitrites, des produits comme ça. Donc, c'est des mauvaises habitudes. Donc, c'est un peu pour ça. Le cancer du sein, c'est plutôt hormonal. Donc, ça va avec le statut hormonal des femmes. Donc, c'est souvent la ménopause qu'on va voir souvent les cancers du sein après 50 ans. Il y en a chez des femmes plus jeunes, mais on le voit plus à cet âge-là. Okay. Donc, c'est les cancers qu'on voit les plus souvent à cause, entre autres, des facteurs de risque. OK. Puis, le cancer du sein avec les hormones, c'est-tu parce qu'il y a une chute d'hormones à la ménopause qui prédispose au cancer du sein? C'est quoi le lien avec la ménopause? Mais c'est pas clairement établi. Okay. Donc, on peut pas identifier clairement un lien avec ça. C'est pas nécessairement la prise de médicaments non plus. Il y a eu des controverses. Là, vous étiez pas en pharmacie à ce moment-là, mais avant, on donnait beaucoup d'hormonothérapie de substitution chez les femmes à la ménopause, des estrogènes, de la progestérone. Et il y a une grande étude qui est sortie dans les années 2000 où on a dit, ben là, il faut arrêter parce que ça augmente le risque de cancer du sein. Mais dans les faits, quand on s'est mis à tout analyser, ça augmente le risque de base de cancer du sein, mais ça n'augmentait pas de façon si importante que ça. Donc, c'est une augmentation relative. Donc, on est revenu un peu, il y a eu un retour du balancier. Fait que oui, le fait de prendre des hormones ou la pilule, c'est des suppléments d'estrogène qui pourraient amener au cancer du sein, mais il faut évaluer les risques et les bénéfices. Donc, il faut toujours vérifier avec son médecin pourquoi on a besoin de cette thérapie-là, c'est quoi les risques associés, puis c'est quoi les bénéfices. Puis c'est en calculant la balance là, qu'on peut décider si on peut prendre les médicaments ou non. Est-ce que les 4 cancers les plus fréquents qu'on a nommés, c'est aussi ceux qui sont associés avec le plus de taux de mortalité ou pas du tout? C'est le cancer du poumon, c'est quand même le cancer qui est le plus meurtrier là, et chez les hommes et chez la femme. Okay. On a fait énormément de progrès en ce qui est du cancer de la prostate. Okay. Donc, les hommes meurent beaucoup moins qu'avant. Puis, les femmes aussi, le cancer du sein, on a eu plein de nouveaux médicaments dans les 20 dernières années qui font que le cancer du sein qui est devenu métastatique, là, qui est plus avancé, on est capable de le traiter pendant plusieurs années. Okay. Là, donc, il y a eu des belles avancées, mais ça demeure un des cancers les plus meurtriers aussi, cancer du côlon aussi. Par contre, il y a d'autres cancers moins fréquents, comme par exemple le cancer du pancréas. C'est rare qu'on entend ça, mais c'est un cancer qui est très sévère, qui est diagnostiqué un peu sur le tard et qui répond pas très bien au traitement de chimio. Donc, il y a un taux de mortalité qui est quand même assez élevé. Mais c'est plus rare en termes de nombre de patients. OK. Puis là, on a parlé de comme, les petites bosses qui pouvaient se former, qui pourraient comme nous dire, comme par exemple une femme qui a une bosse dans un sein, on pourrait aller investiguer à savoir si c'est un cancer. Mais est-ce qu'il y a d'autres signes ou symptômes qui nous font dire « Ah, c'est un cancer ». Comme quand on a le rhume, on coule du nez, puis on a peut-être la toux, puis là, on se dit « Ah, j'ai sûrement un rhume, une grippe » ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est la même chose avec le cancer ou c'est plus comme silencieux? Ça va dépendre du site du cancer. Ça dépend où le cancer va se développer, puis si ça va causer des symptômes rapidement. Si vous avez un cancer de peau, il va y avoir une lésion qui va se développer. C'est souvent comme un grain de beauté qui va grossir, qui va devenir pas beau. Vous allez le voir rapidement. Donc, vous allez aller voir le médecin, puis vous allez y aller. Il y a des cancers aussi qui vont... une bosse dans un sein, on peut la détecter quand même assez tôt. Si c'est un cancer colorectal, ben là, c'est l'intestin, donc on peut voir un changement dans les habitudes des selles, la constipation ou des diarrhées ou des saignements. Okay. Si c'est un cancer du poumon, ben ça, c'est moins spécifique. Souvent, les gens avec un cancer du poumon, c'est des gros fumeurs, donc ils vont tousser beaucoup, ils vont avoir une toux chronique ou une maladie pulmonaire obstructive chronique, donc ils vont tousser. Mais la toux peut être un symptôme aussi du cancer du poumon. Du sang dans les expectorations, par exemple, si quelqu'un crache puis il y a du sang, ben il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans ses poumons, donc ça peut être un signe. Cancer de la prostate, il n'y a pas beaucoup de signes et symptômes, à part un peu de l'obstruction. Là. Les hommes peuvent avoir de la difficulté à aller uriner parce que quand la prostate grossit, elle bloque là, l'élimination de l'urine, donc ça peut être ça. Fait que c'est très variable selon le site de cancer.
Ça peut être lié avec la fatigue, la perte de poids, des sueurs nocturnes, ça peut être des changements dans la voix. Donc, c'est plein de symptômes. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier juste à un symptôme non plus. Ça prend un ensemble de symptômes pour aller investiguer, aller voir, passer des examens pour voir qu'est-ce que c'est. Ouais. Fait que c'est quand même assez vaste et non spécifique. Là, exact. Comme il y a des gens qui pourraient dire, je sais pas, je suis plus constipée qu'à l'habitude, puis ils laissent passer ça, puis ils vont prendre du Laxadé ou quelque chose pour justement ramollir les selles, puis ils vont dire, j'ai réglé le problème, mais comme ça peut cacher. Ça dépend du symptôme, ça dépend de l'ampleur du symptôme, ça dépend de la durée des symptômes aussi. Donc, il ne faut pas paniquer quand on a un symptôme puis penser qu'on a un cancer. Là. Quand on fait la liste de tous les symptômes possibles, je suis sûre que vous les avez tous eus là, dans le dernier mois. Il ne faut pas penser qu'on a un cancer. Puis, est-ce qu'il y a des façons qu'on peut... on a parlé de tous les facteurs de risque, comme fumer, on en a parlé, avoir des mauvaises habitudes de vie, sédentarité ou manger de la malbouffe, par exemple. Mais y a-t-il d'autres façons qu'on pourrait diminuer notre risque, comme, oui, les bonnes habitudes de vie, mais y a-t-il autre chose qu'on peut faire pour essayer de diminuer notre risque d'avoir le cancer? Bien, commencer par les habitudes de vie, c'est sûr que c'est la meilleure chose. Donc, manger des fruits, des légumes, éviter de manger des viandes rouges, éviter les boissons gazeuses, les aliments gras, les aliments transformés. Ne pas fumer, évidemment. Ne pas vapoter non plus. Je sais que les jeunes, ils vont plus vers ça, mais il y a des produits chimiques aussi là-dedans. On n'a pas assez de recul pour savoir ce que c'est, mais il y a les mêmes produits chimiques qu'on trouve dans la cigarette, donc on ne veut pas trop aller là non plus. Éviter avoir un bon poids santé, éviter le surpoids et éviter d'être trop maigre également. Et donc, ça, c'est les bonnes habitudes de vie. Faire de l'exercice, c'est important. Donc, tout ça peut aider à prévenir le cancer. Donc, il y a la moitié des cancers qu'on pourrait prévenir juste en changeant nos habitudes de vie. Donc, ça a l'air petit puis insignifiant, mais si on faisait tout ça, on serait déjà tous mieux puis on diminuerait notre risque de cancer. Pour les autres choses, ben il y a certains vaccins, par exemple. Vous êtes vacciné maintenant à partir de, je pense, au secondaire pour l'hépatite B ou pour le VPH, le virus du papillome humain. Ben les vaccins contre l'hépatite peuvent prévenir les hépatites, mais également les cirrhoses et la transformation en cancer du foie. Puis le vaccin contre le VPH, ben peut prévenir le cancer du col, mais le cancer anal aussi, puis le cancer, certains cancers de la gorge ou on appelle tête et cou, là. Donc, il y a certains vaccins aussi qu'on peut utiliser qui aident à prévenir les infections puis le cancer éventuellement. Puis, y a-t-il des... comment ça s'est étudié? Y a-t-il un impact comme, si tu fais ça, tu réduis à 100% ton risque de cancer, ou c'est pas tant étudié plus que comme ça y va de soi un peu? Comme... Bien, ça y va un peu de soi. On sait que 99% des cancers du col sont dus à une infection au VPH. Donc, si on éradique l'infection au VPH, bien, il y a des bonnes chances qu'on n'arrive pas au cancer. C'est ça, exactement. Même chose pour l'hépatite. On sait que les vaccins sont très efficaces pour prévenir les hépatites. Donc, ça évite les complications liées à l'hépatite. Mais j'ai pas de chiffres pour vous là, que je pourrais vous donner. Puis pour les habitudes de vie, bien, c'est beaucoup des études rétrospectives qu'on fait ou des études de cohorte, c'est-à-dire qu'on va regarder une population, on va essayer de voir une population qui fait plus d'exercice, qui mange bien, qui fume pas, est-ce qu'elle fait mieux que quelqu'un qui l'a pas? Puis on a des chiffres comme ça, mais c'est difficile à prouver là, avec parce qu'il y a tellement de facteurs. Ça serait quand même pas tant éthique de dire, toi, tu vas manger juste de la malbouffe, puis toi, tu vas manger juste de la bonne bouffe, puis on va voir qui développe un cancer. Exactement. C'est comme un peu... On peut pas faire ce genre d'études-là. Fait qu'on y va avec des études qu'on dit épidémiologiques ou des études sur de cohortes ou des études de population, puis c'est comme ça qu'on réussit à tirer ces conclusions-là. Pour finir, la prévention, là, y a-t-il des manières qu'on peut nous-mêmes comme s'auto-examiner? Je sais que ça se fait en cancer du sein. Ouais. Où les gens pourraient aller retrouver ce genre d'informations-là si jamais ils voudraient peut-être se faire un auto-examen là, pour... Une des références qui est vraiment complète pour les gens, pour la population en général, c'est le site de la... cancer.ca, qui est le site de la Société canadienne du cancer, merci. Et donc, il y a plein d'informations sur le dépistage, sur la prévention. Puis oui, effectivement, pour le cancer du sein, on va recommander, on fait plus l'auto-examen des seins comme on faisait avant, mais on va recommander d'observer, de vérifier s'il n'y a pas de changement à chaque mois, de bien connaître aussi, parce que les changements hormonaux puis les changements cycliques liés aux menstruations, des fois, ça change le contenu puis la texture des seins. Donc, si les femmes savent bien quand est-ce que leur sein change dans leur cycle menstruel, bien, ils peuvent mieux se connaître puis ils savent, ça, c'est pas une bosse qui m'inquiète, mais s'il y a une bosse différente qui apparaît, là, ça peut les inquiéter. Okay.
Il y a aussi des dépistages qui ont été faits, des campagnes de sensibilisation pour les jeunes pour le cancer des testicules. Donc, le cancer des testicules, c'est quelque chose qui arrive chez les jeunes autour de 16, 18, 20 ans. Donc, les jeunes, des fois, c'est pas eux qui vont aller voir leur mère pour dire « j'ai une bosse », c'est un peu gênant. Donc, il y a des campagnes qui ont été faites pour ça, pour sensibiliser les garçons de voir s'il n'y a pas des bosses ou un changement là, au niveau des testicules. Puis sinon, ben le cancer de la prostate, il y a un dépistage qui peut être fait chez les hommes en haut de 50 ans. Et c'est des discussions qu'ils doivent avoir avec leur médecin pour voir s'ils veulent aller faire des tests de dépistage, donc le toucher rectal puis une prise de sang qui pourrait détecter le taux d'hormones dans la prostate. Mais on demande d'en discuter avec le médecin parce que des fois, il peut avoir beaucoup de faux positifs puis ça peut créer un peu d'anxiété si on pense qu'on a peut-être trouvé le cancer puis c'est pas le cas. Donc, faut peser le risque et les bénéfices de faire ça. Mais il y a pour certains types de cancers, on peut faire du dépistage. Ouais. OK. Fait que l'autodépistage, c'est pour dire on va voir le médecin, puis on va investiguer plus loin, mais il ne faut pas se dire qu'on s'auto-évalue puis qu'on s'auto-diagnostique de cancer. On ne peut pas s'auto-diagnostiquer, non. Puis en fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a des campagnes de dépistage pour certains types de cancers. Donc, les femmes en haut de 50 ans au Québec vont recevoir une lettre pour aller passer une mammographie. Donc, on peut faire un dépistage du cancer du sein comme ça. Également, chez les gens en haut de 50 ans, il y a un projet pilote depuis quelques années pour un dépistage pour le cancer du côlon, le cancer colorectal. Et là, on fait un dépistage de sang dans les selles. Donc, on nous donne un petit carton, puis on met un petit échantillon de sel comme ça, puis on l'envoie par la poste ou on va le porter à l'hôpital. Et si on détecte du sang dans les selles, bien là, on va être contacté, puis on va demander d'aller faire une colonoscopie, donc un examen pour aller voir à l'intérieur s'il n'y a pas des petits polypes ou s'il n'y a pas quelque chose. Donc, ça, c'est une campagne de dépistage pour le cancer du côlon en haut de 50 ans. OK. Puis comme toutes ces choses de prévention, ça me fait comme penser à comme peut-être plein de mythes qu'on peut avoir. Je sais pas si ça vous tente de comme essayer de comme peut-être démystifier certaines choses qu'on peut avoir comme mythes. Je sais qu'on entend bien les affaires parce que justement le cancer, ça touche tout le monde. Ouais. Fait que vu qu'on est un peu dans le sujet de prévention puis tout ça, peut-être qu'on pourrait essayer de comme de voir si c'est capable de de voir si c'est des vrais mythes aussi, comme qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je sais qu'on entend souvent un lien avec les antisudorifiques, déodorants puis le cancer du sein. Est-ce que ce lien-là est établi? Je sais aussi que j'ai entendu que c'est l'aluminium dans les déodorants qui pourrait être la cause de comme cancer du sein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que comme on devrait s'inquiéter? Oui, c'est une bonne question. Ça a été déjà une controverse là, il y a plusieurs années. On n'a pas réussi à trouver de preuves vraiment hors de tout doute que l'antisudorifique pouvait causer un cancer du sein. Ce qu'on sait, c'est que la théorie ou ce qui était avancé, c'est que vu que c'est un antisudorifique, ça diminuait l'excrétion de la sueur, donc on n'excrétait pas les toxines, puis ça pouvait rester au niveau de l'aisselle, mais ça n'a pas été démontré, ça s'est pas avéré, là, il n'y a pas de danger. Pour ce qui est de l'aluminium, ce qu'on dit, c'est de juste faire attention, peut-être avant certains examens. Si on va faire, par exemple, une résonance magnétique ou un scan ou quelque chose, des fois, ils vont dire de ne pas en mettre avant parce que l'aluminium au niveau de la peau pourrait cacher un peu certains signaux de l'examen, mais c'est la seule précaution qu'on pourrait prendre. Puis je ne sais même pas si c'est tous les centres qui demandent d'éviter ça avant un examen. Là. OK, fait que il n'y a pas de lien qui a été prouvé dans la littérature, en tout cas encore à ce jour, que l'aluminium dans un déodorant pourrait être la cause d'un cancer du sein puis augmenter au moins tes risques de cancer du sein. Le lien n'est pas encore clair. Ou ça n'a pas été établi là, dans les études. OK, bon, au moins, c'est rassurant de savoir ça, parce que je sais qu'on entend souvent ça, puis il y a certaines femmes qui vont prioriser un déodorant sans aluminium parce que par crainte là, d'avoir c'est beaucoup plus publicisé aussi, je pense, là, comme sans aluminium, puis on sait que ça a l'air comme meilleur. Oui, bien souvent, c'est un peu de marketing. Là. Ils ont vu un filon, mais si quelqu'un décide de le faire par choix, il n'y a pas d'enjeu, mais on n'a pas réussi à avoir de lien direct là, avec... Puis un peu dans la même lignée par rapport au cancer du sein, est-ce que les soutiens-gorge et les armatures des soutiens-gorge, est-ce que ça, c'est lié à un risque augmenté de cancer du sein? Ça non plus, ça l'a pas été démontré. Le cancer du sein, souvent, ça va naître de la glande mammaire. Dans le fond, c'est dans le sein, il y a du tissu adipeux, il y a du gras, puis il y a des glandes pour faire le lait, puis tout ça. Il y a des glandes qui sont là, et souvent, ça vient des canaux qui vont là. Donc, c'est pas en lien avec les armatures. Là. C'est pas en contact. Puis je pense pas qu'ils ont réussi à démontrer quoi que ce soit de ce côté-là. C'est qu'on peut être rassuré. On peut encore porter des
brassière, puis on peut encore mettre notre déodorant, puis on sera pas trop stressé avec le cancer du sein, là, on peut dire ça. OK, mais au moins, c'est le fun à comme démystifier, parce que je pense qu'il y a bien des personnes qui, comme, tu sais, le déodorant, les brassières, il y a peut-être plein de mythes par rapport à ça, puis comme on sait pas trop. Tu sais, il y a aussi, ça me fait penser comme le micro-ondes. Est-ce que ça n'a pas rapport avec le cancer du sein, mais comme les cancers en général, on a souvent entendu parler que les ondes, c'est dangereux, puis qu'il faut se tenir loin du micro-ondes. Ouais. C'est-tu quelque chose aussi qui a été prouvé ou pas du tout? Non. Finalement, tous les mythes, c'est des mythes pour une raison. Là, Ceci étant dit, il faut faire attention. Il y a quand même, tu sais, dans les matières plastiques qu'on met au micro-ondes, ça peut fondre, puis il peut avoir, c'est avec les bisphénols, je pense qu'ils ont décidé d'enlever ça de plusieurs bouteilles de plastique, mais c'est pas les ondes en tant que telles, ça n'a pas été démontré comme les téléphones cellulaires. Puis Ah oui, c'est vrai, sur les bouteilles d'eau, des fois, il est écrit sans quelque chose. Là. Je sais plus. En tout cas, un type de plastique ou je sais plus quoi. OK. C'est un élément qu'ils mettent dans le plastique pour le rendre plus solide, là, pour le rendre plus... puis, il y avait ça dans les biberons pour bébés, puis ça a été retiré pour les biberons pour bébés au Canada il y a plusieurs années. Par contre, il y en a encore dans d'autres types de plastique. Donc, vous avez vu peut-être récemment dans les journaux, ils ont parlé de ça, le Canada est un peu en retard pour retirer ce matériau-là dans les plastiques. Mais ça va venir, là. OK. Fait que le micro-ondes, c'est... encore une fois, c'est pas encore sur le lien, puis on s'éloigne pas des micro-ondes pour autant parce que ça va nous causer un cancer, là, tu sais. Puis, dernier mythe qui me vient en tête, est-ce qu'il y a certains aliments, il y en a qui vont comme prioriser des aliments parce que c'est comme contre le cancer, comme antioxydants, comme pomegranate, vitamine C. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai entendu Mais il y a plein de jus aussi. C'est vrai. Ça. En fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs aliments qui ont des propriétés antioxydantes. Puis, en prévention du cancer, effectivement, si on ajoute ça dans nos aliments, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, avoir une alimentation variée. En fait, le truc, c'est d'avoir une alimentation variée avec plein de couleurs différentes. C'est ça que les gens vont vous dire. Donc, si vous aimez les bleuets, il y a des antioxydants là-dedans. C'est parfait, c'est bleu. Là, vous allez aller chercher les carottes, c'est une autre couleur. C'est orange, il y a d'autres types d'agents là-dedans. Donc, la variété dans les fruits et légumes qu'on va aller chercher, on va aller chercher tout de vitamines puis d'antioxydants. Donc, ça, c'est ce qui est recommandé. Les propriétés antioxydantes ont été étudiées parce que quand la cellule pourrait se protéger un peu puis ne pas se développer en cancer, c'est pas si clair que ça, mais on pense que dans une alimentation variée, c'est correct. Une fois qu'on a le cancer, manger ces aliments-là, malheureusement, ça change pas grand-chose parce que le cancer est déjà bien installé. OK, fait que c'est plus en prévention puis c'est pas nécessairement un aliment à privilégier plus qu'un autre, plus que aie des bonnes habitudes alimentaires, ait une alimentation variée, augmente ta consommation de fruits et légumes, et un assiette colorée, puis tu vas sûrement, ça va t'aider. C'est un ensemble de facteurs. Il n'y a pas un aliment miracle pour aider à prévenir ça, malheureusement. Mais parlant d'aliments, est-ce qu'il y a des aliments comme par exemple, si une personne est sous traitement d'un cancer, est-ce qu'il y a des aliments qu'on va éviter parce que ça pourrait interagir avec ton traitement? C'est une bonne question. On vient toujours avec le fameux pamplemousse, le jus de pamplemousse, la carambole, les certains fruits, dans le fond. On a des médicaments pour le cancer qui se prennent en comprimés, qui sont des thérapies ciblées, puis qui sont éliminés par des enzymes du foie qui peuvent nuire, justement, qui peuvent être... En fait, c'est que le pamplemousse empêche le médicament de bien éliminer ou de bien fonctionner selon les cas. Donc, on va dire, pour certains patients, d'éviter le pamplemousse ou les fruits ou tout ça. Le thé vert, on a une interaction avec un de nos médicaments de chimio. C'est rare, mais on a une interaction vraiment démontrée avec un de nos médicaments de chimio. Mais sinon, la majorité du temps, les gens peuvent avoir... En fait, on veut qu'il y ait une alimentation équilibrée parce que quand ils sont en traitement de chimio, ils ont besoin de protéines, ils ont besoin de glucides, ils ont besoin de nutriments pour combattre un peu les effets de la chimiothérapie. Et passer à travers les traitements. Donc, on ne veut pas les empêcher de manger. On veut qu'il y ait une alimentation équilibrée le plus possible. Fait que maintenir les bonnes habitudes de vie, ça se maintient aussi pour le cancer, même si
trop tard, entre guillemets, comme oui. ça va nous aider le patient Complètement. au moins à se mieux sentir pendant ses traitements, puis comme à mieux guérir aussi peut-être. Oui, puis même si un patient, par exemple, on apprend qu'il a un cancer du poumon, c'est beaucoup plus bénéfique pour lui qu'il arrête de fumer. Parce que ça va être plus facile pour ses traitements, pour tolérer ses traitements aussi. Donc, il y a même un avantage pendant les traitements. Là, on va recommander à nos patients d'arrêter de fumer aussi. Puis est-ce que ça diminue son risque d'en mourir ou ça n'a pas vraiment d'impact rendu là? Bien, rendu là, quand on a un cancer du poumon avancé, moins, mais si on est capable de bien administrer son traitement puis qu'il tolère, puis on est capable d'aller plus loin, ça va probablement améliorer ses chances, mais on parle pas de guérison rendu là aussi avec un cancer du poumon avancé. OK. Puis en parlant de guérison, est-ce que le taux de survie, quand on a un diagnostic de cancer, est-ce que à ce jour, c'est quand même élevé, sachant qu'on a beaucoup de traitements qui sont développés dans les dernières années, où on se maintient pas mal comme avec le même taux de survie, là? Ça dépend de chaque type de cancer. Je peux pas répondre de façon générale parce que chaque type de cancer va être différent, mais également, quand on découvre un cancer, ça va dépendre du stade auquel on le découvre. Si on découvre un cancer du sein, par exemple, une petite tumeur, là, puis qu'on l'opère, puis qu'on a la chimiothérapie après, on l'a enlevé à un stade qui était très localisé. Le cancer n'a pas eu le temps de se propager. Donc, le taux de survie est excellent. Ça va être autour de 95% à 5 ans, par exemple. Alors que si on découvre un cancer en stade plus avancé, oui, il y a la masse au sein, mais il y a les ganglions, puis le cancer s'est propagé, puis il y a maintenant des lésions au niveau du foie ou des poumons, tout ça. Bien là, à ce moment-là, la survie, elle est très affectée. Et là, on parle de survies qui sont beaucoup plus courtes là, en termes d'années là, seulement. Donc, c'est sûr que ça dépend du stade de la maladie, puis ça dépend aussi du type de cancer. OK. Puis c'est quoi les stades? Parce qu'on entend souvent ça là, en cancer. Oui, c'est vrai. On est atteint de cancer stade 1, 2, 3, 4. Ça va jusque où? Puis c'est quoi que ça veut dire chaque stade, mettons? Habituellement, on a 4 stades. Okay. Le stade 1, c'est vraiment un stade qu'on appelle localisé. Donc, la tumeur, on l'a trouvée rapidement. Elle est petite, elle est isolée. On peut facilement l'opérer. Un stade 2 et 3, c'est des stades un petit peu plus après. Donc, la tumeur, elle est plus grosse. Et un stade 3, elle a commencé à envahir les lésions autour. Donc, les ganglions qu'on appelle ou des petites... elle envahit des tissus autour. Puis, un stade 4, c'est un stade où on dit que la maladie, elle est devenue métastatique. Donc, le cancer s'est propagé à d'autres organes. Donc, un cancer du sein, initialement, les petites cellules peuvent se détacher, puis ils vont prendre les vaisseaux sanguins, puis ils vont aller se promener, puis ils vont aller s'installer au niveau du foie, au niveau du poumon, au niveau des os, au niveau du cerveau. Donc, quand le cancer se propage comme ça, on appelle ça des métastases. Et typiquement, on va dire, bien, c'est un cancer du sein avec des métastases au poumon et au foie. On va pas dire que c'est un cancer du sein, un cancer du poumon, puis un cancer du foie. C'est le cancer qui s'est propagé à ce moment-là. Ouais. Fait que le ça, c'est un cancer... stade 4. Ouais. Okay. Ça, c'est 4. OK. Fait que dès qu'on a comme des métastases, puis les cellules de notre cancer initial sont propagées ailleurs, c'est là qu'on dit que c'est stade 4 parce que c'est comme plus grave, parce qu'il y a comme plus d'organes qui sont affectés, dans le fond? Oui, effectivement. Fait que le cancer s'est propagé, puis il va continuer à se reproduire dans ces différents organes-là. Donc, on va voir, par exemple, si on fait une imagerie du foie, un scan ou une résonance, on va voir la tumeur, puis elle va grossir, elle va prendre de l'expansion. Même chose au niveau des poumons, au niveau du cerveau. Donc, ces métastases-là, si on ne les traite pas, elles vont continuer à se propager. Ouais. Puis est-ce que dans chaque cancer, on a un genre de pattern de métastases? Tu sais, par exemple, le cancer du sein, on va vouloir, tout de suite quand la femme est diagnostiquée, on va vouloir aller regarder ses os, on va vouloir aller regarder son foie ou peu importe, ou on veut vraiment tout regarder l'ensemble pour voir, y a-tu comme plein de possibilités de métastases partout, ou il y a vraiment des organes qu'on va cibler comme dans le début? Bien, souvent, c'est ciblé. Par exemple, un cancer du sein, je reviens toujours à celui-là parce que c'est quand même le plus fréquent chez les femmes. Le premier endroit où ça va se propager, c'est dans les ganglions autour. Les ganglions, c'est des chaînes ganglionnaires. On en a un peu partout. On en a dans le cou, on en a sous les aisselles. Ça va vraiment dans les bras, au niveau des aines. Donc, si la tumeur autour du sein se propage, bien, on va aller voir les ganglions autour dans l'aisselle ou autour du sein. Et à la chirurgie, c'est ce qu'ils vont faire. Quand ils vont enlever le sein, ils vont regarder les ganglions, puis ils vont voir si les ganglions sont atteints. Okay. Ça va nous donner une bonne idée si le cancer s'est propagé. Donc, premier endroit pour ce cancer-là. Ensuite, bien, cancer du sein, c'est ça. Ça peut faire des métastases au foie, aux os, aux poumons, puis au cerveau. Principalement, c'est ces 4 endroits-là. Un cancer colorectal,
vous vous rappelez l'anatomie du côlon, là, c'est un gros, le gros intestin. Bien, toutes les veines puis les artères qui irriguent le côlon vont remonter vers le foie. Donc, le premier endroit où il va y avoir des métastases pour un cancer du côlon, c'est au niveau du foie. Donc, c'est à cause de l'anatomie là, de ça. Mais après ça peut faire des métastases au poumon, ça peut faire des métastases ailleurs. Le cancer du poumon, lui, il va faire des métastases dans l'autre poumon à côté. Ça va se propager dans les poumons. Puis après ça, il va aller chercher les os, le cerveau, puis les glandes surrénales aussi, qui est une particularité. Donc, chaque cancer a un peu des particularités différentes. Okay. Et quand un cancer est diagnostiqué, bien souvent, on va faire un examen, un scan de la tête aux pieds, puis on va chercher voir s'il n'y a pas de métastases à distance. Donc, on va regarder typiquement les métastases où on pourrait s'attendre à les trouver, par exemple. Fait que plus on a d'endroits atteints par le cancer initial, moins on a de chances de survie ou... On pourrait dire ça, oui. C'est sûr que ça dépend, encore une fois, du type du cancer. Ça dépend si le cancer répond bien au traitement qu'on peut prescrire. On peut prescrire de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Pour les cancers hormonaux, on a des médicaments aussi qu'on peut donner là, par la bouche ou en injection. Puis on a toute une nouvelle catégorie de médicaments sur l'immunothérapie qui est arrivée, qui a un peu bouleversé le traitement du cancer dans les dernières années. Et là, on a des meilleurs taux de réponse. Donc, mais c'est sûr qu'un cancer qui est métastatique ou qui est plus avancé, on peut rarement guérir de ce cancer-là. Là. Il y a très peu d'exceptions. Okay. Puis en parlant de traitement, c'est une grosse partie du cancer aussi, on s'entend. Puis, tu sais, chimio, radio, il y a plein les chirurgies sont possibles. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi la chimiothérapie en gros, peut-être vulgariser c'est quoi, parce que ça fait peur souvent. On entend chimiothérapie, puis avec raison, là, je me mets à la place de quelqu'un qui reçoit un diagnostic, puis je serais aussi apeurée de recevoir ça comme diagnostic, puis de me dire que je m'en vais en chimiothérapie. Je pense que ça allait avec comme aussi un fardeau aussi psychologique, puis tout ça. Fait que, vulgariser qu'est-ce que c'est exactement, puis en quoi ça consiste peut-être, là? Oui, bien dans le fond, tantôt, je vous expliquais que le cancer, c'est des petites cellules qui sont déréglées rapidement, puis qui grossissent, puis qui se reproduisent rapidement, puis qui sont déréglées. Donc, la chimiothérapie, c'est des médicaments qu'on va donner qui vont aller attaquer ces cellules-là qui sont déréglées. Donc, on va essayer de tuer les cellules qui sont à développement rapide, les cellules de la tumeur. Donc, la chimiothérapie, ce sont des médicaments qu'on peut administrer par les veines, ou il y en a qui existent en comprimés, en pilules qu'on peut prendre à la maison. Et il y a plein d'études qui ont fait des associations de médicaments. Donc, souvent, ça va être 2 ou 3 agents de chimiothérapie qu'on associe ensemble, qu'on va donner au patient, par exemple, aujourd'hui. Puis, le patient va retourner à la maison, puis il va revenir dans 3 semaines, puis on va répéter encore le même régime. Puis, on va lui donner un traitement intraveineux à chaque 3 semaines. Il y en a d'autres qui vont se donner à chaque 2 semaines. Il y en a, c'est 1 fois par mois. Il y en a, c'est à tous les jours pendant 5 jours, 1 fois par mois. Donc, on a plein de recettes différentes pour chaque type de cancer. Et les patients, typiquement, vont venir à l'hôpital, passer quelques heures, recevoir leur traitement, puis retourner à la maison après. Okay. Donc, c'est un traitement qu'on peut donner. La majorité du temps sont donnés par les veines, mais on peut donner aussi par la bouche. Puis ça, c'est-tu ce qu'on appelle un cycle? Quand on dit le cycle, je sais pas, cycle 3, cycle, je sais pas quoi, comment ils vont dire ça. C'est-tu ça, un cycle, dans le fond? C'est que ça revient à chaque fréquence déterminée? Oui. Okay. Par exemple, en cancer du sein, on a un traitement qu'on appelle AC, là, qui est la première lettre de 2 médicaments. Bien, on le donne à chaque 3 semaines. Donc, c'est un cycle de 21 jours. Donc, on va donner 4 cycles, 4 doses de chimio à chaque 21 jours. Puis après, c'est terminé. Donc, c'est un exemple de cycle de 3 semaines de chimio. Est-ce qu'il y aurait une raison du pourquoi on les espace autant, les traitements? Pourquoi il y a un espace entre la première dose puis mon 2e cycle, mettons? Oui, bien en fait, c'est à cause des effets indésirables du médicament. Les médicaments qu'on va donner, c'est quand même assez fort. On veut que ça tue les cellules de la tumeur. Mais malheureusement, ces cellules-là ne sont pas spécifiques ou sont pas... Elles ne savent pas que la tumeur, c'est juste ces cellules-là attaquées. Dans notre corps, on en a d'autres cellules qui se reproduisent rapidement aussi. Un bon exemple, c'est les cheveux. Vous savez, les patients qui reçoivent de la chimiothérapie, souvent, ils vont perdre leurs cheveux. Donc, nos cheveux, ce sont des cellules qui sont à reproduction rapide. Les cheveux poussent vite à chaque... On faut les faire couper souvent. Donc, la chimio, elle ne sait pas que le cheveu, il est bon puis que la tumeur, elle n'est pas bonne. Elle attaque tout ce qui est en division rapide. Donc, on peut perdre des cheveux, on peut avoir des nausées, des vomissements, des petits ulcères dans la bouche. On peut avoir des diarrhées, on peut avoir des toxicités au niveau de la peau, des rougeurs. Et il y a les globules dans notre sang qui peuvent être affectés également. Donc, nos globules blancs, qui est notre système immunitaire, nos globules rouges, nos plaquettes. Donc, si je donne la chimio aujourd'hui,
Bien, toutes ces bonnes cellules-là de notre corps peuvent être affectées par la chimiothérapie. Et donc, je dois leur laisser le temps de récupérer un peu avant de redonner une autre chimiothérapie dans 3 semaines. Donc, c'est vraiment pour créer un délai puis laisser le temps aux patients de récupérer de tout ça, mais également aux cellules de redevenir à la normale pour que je puisse donner une chimio dans 3 semaines. OK. Fait que c'est ça qui est dur pour le patient quand c'est vraiment difficile pour eux de faire les traitements de chimio, c'est parce que ça affecte les cellules qui sont bonnes dans leur corps parce que nos thérapies sont pas encore capables de cibler exactement le cancer. Parce que si c'était juste le cancer, ben ça nous dérange pas qu'ils soient morts ces cellules-là, c'est ça qu'on veut. Mais c'est ça qui rend vraiment le traitement difficile pour les patients, c'est qu'on affecte vraiment toutes les cellules de notre corps qui sont en division rapide. Puis on n'a pas de contrôle là-dessus, fait que ça devient vraiment comme un traitement. Donc, nos patients c'est ça, il y en a qui vont perdre les cheveux. Ceci dit, c'est pas tous les traitements qui font perdre les cheveux, ça dépend de chaque médicament. Pour les nausées, les vomissements, quand on dit les patients ont mal au cœur ou ils ont des problèmes digestifs, ben c'est pas tout le monde non plus. Donc, on sait qu'il y a certains médicaments qui vont causer beaucoup, beaucoup de vomissements, alors que d'autres vont en causer moins. Donc, on va adapter nos médicaments pour prévenir les vomissements selon ce qu'on sait du médicament. Donc, il y a des gens qui peuvent être très malades, puis d'autres qui n'auront pas de symptômes. Donc, c'est très variable. Donc, c'est ça, effectivement, qui est difficile, c'est les effets indésirables. Puis, on ne peut pas les prédire. On ne sait pas qui va en avoir beaucoup, qui ne va pas en avoir beaucoup, qui va mieux tolérer son traitement. Donc, on donne la chimiothérapie, on voit comment ça va, on essaie de prescrire des médicaments pour pallier un peu à ces effets-là. Et ensuite, ben, on revient puis on fait des ajustements. Puis y a-t-il un effet indésirable qui revient comme plus fréquemment chez tous les patients? Par contre, est-ce que la perte de cheveux, c'est plus fréquent ou les nausées ou avoir des petites taches rouges? Est-ce quelque chose qui est plus fréquent qu'un... Ça dépend des médicaments. Okay. Je ne peux pas généraliser. C'est difficile de répondre à vos questions parce que c'est variable pour chaque médicament. Okay. Donc, c'est sûr que la perte de cheveux, oui, c'est souvent quelque chose qui revient. Entre autres en cancer du sein, parce que les chimios qu'on utilise présentement en cancer du sein, elles font perdre leurs cheveux là, souvent pour les cancers du sein, quand on va les opérer puis on va donner de la chimio après. C'est un effet qui est souvent. Nausées, vomissements aussi, c'est un effet qui est quand même assez fréquent. La fatigue. La fatigue, c'est un effet qui est très variable, les patients vont avoir des bonnes journées, des fois ils vont être très fatigués, puis ça varie dans le temps. Mais la fatigue peut être due aussi à une anémie, par exemple, au fait que l'hémoglobine baisse dans le sang. Fait que ça peut être lié à ça, mais ça peut être juste lié au fait qu'il y a un médicament qui cause des douleurs musculaires puis des douleurs articulaires dans les jours qui suivent le traitement. Donc, les patients se sentent très fatigués, très hypothéqués, comme s'il y avait une grosse grippe, par exemple. Donc, c'est très variable là, d'un médicament à l'autre et d'une personne à l'autre. OK. Puis, les nausées qu'on entend souvent, est-ce que c'est quoi qui cause ça? C'est-tu encore une question de comme les cellules qui se font attaquer puis ils veulent pas être attaqués ou c'est juste parce que c'est difficile pour l'intestin de digérer tous ces médicaments-là? Il y a plusieurs raisons. En fait, la chimiothérapie, j'ai dit que c'était par les veines, hein, souvent qu'on donnait ça ou encore en pilule, mais ça s'en va dans les veines puis notre sang circule partout hein, dans notre corps puis on a dans notre cerveau une petite zone qui est sensible aux médicaments, aux toxicités, aux toxines. Et quand la chimiothérapie se rend à la zone dans le cerveau, bien là, elle pèse sur le petit bouton puis elle dit « OK, là, je vais causer des nausées et des vomissements. » Donc, c'est une zone qui est très sensible à la toxicité des agents. Mais il y a aussi une irritation au niveau local, au niveau de l'estomac. La chimiothérapie peut faire une sécrétion de certains transmetteurs qu'on appelle, puis ça va causer des nausées, ça peut causer des diarrhées. Donc, on a plusieurs médicaments. Si vous parlez à quelqu'un qui reçoit de la chimiothérapie, souvent, ils vont avoir 2 ou 3 médicaments différents pour traiter les nausées, les vomissements, parce qu'on va aller bloquer tous les récepteurs là, qui pourraient être impliqués dans cet effet indésirable. OK. Puis combien de temps ça dure? Par exemple, tu as un diagnostic de cancer quelconque, là, tu commences la chimiothérapie, bien, comme tu fais ça, combien de temps avant de te dire, OK, bien là, c'est terminé, on va regarder si ça a été complètement irradié de ton corps ou... Ça dépend du stade du cancer. Okay. Donc, par exemple, un cancer du sein ou du côlon qu'on a opéré, on va donner une chimiothérapie après pour prévenir la récidive. Tu sais, le chirurgien, il a fait l'opération, il a enlevé tout ce qu'il voyait, mais pour s'assurer d'enlever toutes les petites cellules qui pourraient rester, on donne une chimio de prévention ou une chimio qu'on dit adjuvante. Puis ça, c'est souvent un nombre prédéfini. 4, 6, 12 cycles, puis après ça, on arrête. C'est comme une prévention pour prévenir la récidive. Donc ça a une durée fixe. Et par contre, quand on arrive avec une maladie métastatique ou une maladie avancée, bien là, des fois, on peut traiter longtemps jusqu'à temps qu'on contrôle la maladie. Ensuite, on peut faire des pauses de traitement.
Puis si le cancer revient ou on a des nouvelles lésions qui apparaissent ailleurs, bien là, on change de traitement puis on peut donner d'autres cycles plus longtemps. Donc, ça peut être plusieurs mois. OK. Fait que c'est pas tout le temps à visée curative qu'on va donner de la chimio, mais des fois, ça va être pour contrôler la maladie. Quand c'est comme un peu trop grave, bien, on va comme diminuer les symptômes à long terme, dans le fond? Bien, en fait, c'est que les patients qui auraient des métastases, donc dont le cancer se serait propagé, donc par exemple un cancer du poumon qui a des métastases au foie puis des métastases aux os, on va donner un traitement, puis on va le donner à chaque 3 semaines jusqu'à temps. On va faire des scans, on va faire des imageries, on va regarder si la tumeur est contrôlée, si elle diminue. Tant mieux. Hein, des fois, on peut voir les tumeurs là, diminuer. Puis, si le patient tolère bien, pas trop des effets indésirables, on va continuer le traitement. Okay. Puis des fois, si on voit qu'on fait un examen, puis là, la maladie progresse, bien là, on va arrêter ce traitement-là, puis on va voir si on a d'autres alternatives qu'on peut proposer aux patients, puis essayer un autre traitement. OK. Fait que l'étape 1 du traitement, est-ce que c'est la chimio en premier ou on va commencer par avoir la chirurgie après la chimio? C'est quoi les étapes quand on a... Tu sais, demain matin, on a un diagnostic de cancer, je m'attends à quoi? Je m'attends à passer en chirurgie avant, à aller à faire la chimio? C'est quoi les... J'imagine que ça va varier encore, mais comme... C'est ça. Ça va dépendre, ça dépend de plein de facteurs présentement. Donc, présentement, c'est la pandémie. Donc, des fois, il y a des délais d'attente en chirurgie. Donc, pour pas retarder, on va commencer par la chimiothérapie, puis après, on pourrait aller en chirurgie, par exemple. L'inverse pourrait être vrai. On pourrait commencer par la chirurgie, puis après, aller en chimiothérapie. Donc, ça dépend de chaque type de cancer, puis ça dépend encore une fois du stade de la maladie. Okay. Donc, une maladie qui serait d'emblée métastatique, qui aurait des métastases au foie, au poumon, aux os, bien, on va pas opérer parce qu'il faudrait opérer partout. Ouais. Tandis qu'une maladie qui est localisée, bien là, on peut enlever la tumeur au niveau du sein, on peut enlever la tumeur juste au niveau du côlon, on peut enlever un petit bout de poumon qui contient la tumeur. Donc, des maladies localisées, on peut les opérer. Puis après, on va donner de la chimiothérapie. Mais il y a différentes modalités, différentes séries. Puis des fois, il y a la radiothérapie qui rentre aussi là-dedans, qui est une autre modalité de traitement. Donc, c'est variable, encore une fois, pour chaque type de cancer. Okay. Ouais. Puis c'est quoi exactement la radiothérapie? En quoi ça consiste? Bien, la radiothérapie, c'est vous savez, quand on va faire un rayon X du poumon, on va à l'hôpital, ils nous mettent en jaquette devant une plaque, puis ils envoient des rayons, puis pour faire une image. Bien, c'est un peu le même genre de rayon qu'on va faire, mais plus fort. Puis, on va donner une petite dose de rayon à répétition, comme par exemple à chaque jour. Donc, le patient va venir à l'hôpital du lundi au vendredi, il va recevoir une petite dose de rayons, puis il va venir à chaque semaine pendant 5 à 6 semaines. Donc, on répète ça de façon répétée et c'est un traitement qu'on dit localisé parce que le rayon, c'est sur une zone. Là. On n'irradie pas le corps au complet. Là. On peut faire ça dans certains protocoles, mais normalement, ça va être une zone qu'on va irradier, une tumeur, une métastase sur une vertèbre, par exemple, ou encore une radiothérapie au niveau de la gorge. Quelqu'un qui a un cancer de la gorge, il pourrait recevoir de la radiothérapie sur cette zone-là. Okay. Certaines zones du poumon, certaines zones du sein aussi. Puis c'est quoi que ça fait, les rayons sur les cellules cancéreuses? Ça va tuer les cellules. Ça les tue, ouais, OK. Ouais. Fait que ça... C'est comme imaginez, j'exagère, mais c'est comme un rayon du soleil puissant, là, ce qui fait qu'à la fin, le patient peut même avoir des brûlures de la peau au fil du temps, là, parce que s'il y a toujours une zone de rayon au niveau de sa peau, ça peut brûler la peau. Donc, on met de la crème là, puis, pour aider à guérir ça. Ouais. Puis c'est-tu des cancers qui sont plus... dans les premiers stades, quand on parlait, qui sont éligibles à la radiothérapie, parce que justement, ça va plus être localisé, ou au contraire, on pourrait y aller aussi même quand il y a plus de métastases, puis c'est un peu plus partout, bien... Habituellement, c'est plus localisé parce qu'on ne peut pas irradier une grande zone. Donc, mais on peut quand même irradier une métastase. Donc, tantôt, j'ai parlé d'une métastase dans une vertèbre. S'il y a une petite vertèbre qui est atteinte, on peut donner de la radiothérapie juste sur cette zone-là, ou une métastase au fémur, on va faire des rayons juste sur ça. Alors que le reste, c'est plus localisé. Mais on peut faire de la radiothérapie sur des métastases. Puis, est-ce qu'on peut combiner la chimio puis la radiothérapie en même temps, ou c'est comme trop intense pour le patient? On peut, non, c'est une bonne question. Mais effectivement, on a certains protocoles où on sait que quand on donne les deux en même temps, c'est plus efficace. Ça potentialise l'effet des deux. Donc, on peut donner la chimiothérapie par les veines, puis après ça, le patient s'en va en radio-onco, puis il reçoit son traitement. Donc, on appelle ça des traitements concomitants, des traitements qu'on donne en même temps. On fait ça en cancer ORL, cancer de la gorge, cancer du larynx, par exemple. On peut faire ça en cancer du rectum également, cancer du col de l'utérus. OK. Puis est-ce qu'il y a des obstacles à l'administration de la chimiothérapie? Tu sais, par exemple, quand on le donne par les veines, ça peut-tu affecter les vaisseaux? Ça peut-tu faire en sorte qu'on ne donnera pas la chimio aujourd'hui parce qu'on n'est pas capable, je sais pas, de trouver une veine qui va comme
pas survivre à la chimio de cette dose-là. Ben, mais c'est une bonne question. On entend toujours, des fois, il y a des gens qui se disent moi, je suis difficile à piquer, là, Ouais, l'infirmière c'est ça. est jamais capable. Fait qu'effectivement, on a besoin d'un bon accès veineux pour la chimiothérapie. La chimio peut être irritante pour les veines aussi. Donc, on doit s'assurer que l'accès veineux est bien perméable puis bien solide. Donc, les patients chez qui on aurait de la difficulté, on peut leur installer des cathéters un petit peu plus permanents. OK. Donc, on a ce qu'on appelle un PICC line, là, si on veut. Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est un cathéter qu'on va installer dans le bras puis qui va aller se jeter dans une grosse veine au niveau de la sous-clavière. Puis, il va avoir un petit bout de cathéter qui va sortir du bras puis l'infirmière va brancher le soluté sur ce cathéter-là. Okay. Il y a d'autres patients, on va installer ce qu'on appelle un porte-à-4. C'est comme un petit cathéter qu'on va installer sous la peau au niveau du thorax. Puis lui aussi, il y a un petit bout de tubulure qui va se jeter dans la sous-clavière. Puis l'infirmière va piquer dans le porte-à-4. Fait que on n'a pas besoin de chercher une veine à chaque fois. On peut piquer directement dans la petite chambre. Okay. C'est 2 exemples de choses qu'on peut faire pour des patients qui vont recevoir la chimiothérapie sur une assez longue période. Là. Si c'est juste une fois, on va essayer de trouver une veine, on ne va pas installer un cathéter, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Mais ça doit vraiment être difficile pour le patient. Je vous écoute parler depuis tantôt, puis je me dis, psychologiquement, là, pour les patients, comme tu reçois ce diagnostic-là, mais c'est pas juste que tu as le diagnostic, c'est tout ce qui vient avec les démarches après. Ça prend quand même beaucoup d'investissement de la part du patient, d'aller à l'hôpital, de se présenter un fardeau psychologique. Ça doit être vraiment lourd. Est-ce qu'il y a des équipes multidisciplinaires avec des psychologues qui suivent les patients? Est-ce que je sais qu'on a comme beaucoup de difficultés à avoir accès à un psychologue, mais je me dis ça doit être vraiment difficile à vivre. Fait comment vos équipes sont comment ils fonctionnent dans ces cas-là? Oui, il y a une image qui m'avait été dite à un moment donné, puis je trouvais que c'était une belle image pour représenter ça. C'est normalement, tu sais, quand on vit notre vie, on conduit notre auto. C'est nous qui conduisons, on choisit si on tourne à gauche, si on tourne à droite. Mais quand tu as un diagnostic du cancer, là, il y a quelqu'un qui t'assoit en arrière, puis là, c'est lui qui conduit. Puis toi, tu sais pas, tu te fais conduire, puis tu sais pas où tu t'en vas. Fait que je trouvais que c'était comme une image où est-ce que là, c'est plus toi qui décides où tu vas, là, tu t'embarques dans un gros processus. Mais on a des équipes extraordinaires dans les hôpitaux. Il y a les infirmières qui sont là, les infirmières pivots qu'on appelle. C'est une infirmière qui joue le rôle d'un pivot, justement, qui est là pour le patient puis qui va l'aider à le diriger vers différents services dont il a besoin. On a des nutritionnistes qui travaillent avec nous, des travailleuses sociales, des psychologues. On a des sexologues aussi. Évidemment, des pharmaciens. Je ne veux pas oublier personne. Des ergos, des physios, les médecins, les oncologues, les radio-oncologues, les chirurgiens. Donc, c'est vraiment des très, très grosses équipes. Puis, on travaille en équipe justement pour aider. Donc, si moi, je vais rencontrer un patient, puis je lui explique sa chimiothérapie, puis là, on discute, puis là, il se met à pleurer parce que ça va pas bien. Bien là, j'essaie de voir c'est quoi le besoin, qu'est-ce qui l'aiderait. Puis là, je veux dire, aimeriez-vous parler à quelqu'un? Puis là, oui, OK, parfait, je pourrais en parler à votre infirmière. On va vous trouver, voudriez-vous parler à une psychologue? Ou on a des intervenants en soins spirituels, on a des travailleurs sociaux, donc différentes personnes. Donc, on travaille en équipe, on peut les référer. Puis évidemment, c'est sûr que les gens ont besoin de plein de soutien, puis ils vont prendre tout le soutien qu'on va leur offrir. Là. C'est super important. Sûr. Parce que c'est difficile, je pense. C'est comme pour ton corps, physiquement, là, on s'entend. Là, comme physiquement, c'est difficile pour ton corps puis pour ton mental de passer à travers tout ça. Ça prend du courage, là, je pense, de se dire, OK, je me lance dans ce gros traitement-là puis je sais pas combien de temps ça va durer aussi. Là. On peut pas savoir c'est quand la fin. Là. Tu sais, une grippe, tu sais que ça dure une semaine, ça va être fini, mais comme ça, c'est comme... C'est quand la fin, tu le sais pas. Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y en a pas? C'est comme un peu tout le temps des questions sans réponse. Fait que j'imagine que ça va être vraiment comme important d'avoir justement ce soutien-là de la part d'une équipe vraiment multidisciplinaire. Là. Fait que, puis vous, comment votre rôle s'imbrique dans toute cette équipe-là? C'est quoi votre rôle en tant que pharmacienne en oncologie? Bien, ça va dépendre encore une fois à quel endroit je travaille, si je suis en clinique externe ou si je suis à l'étage avec les patients hospitalisés, parce qu'on a des pharmaciens aussi qui sont présents sur les étages. Mais nous, notre travail comme pharmacien en oncologie, c'est qu'on doit s'assurer que le patient a le bon traitement, qui est adapté pour lui, que c'est la bonne dose par rapport aux médicaments qu'il prend, par rapport à ses résultats de prise de sang. Est-ce que ses reins fonctionnent bien? Est-ce que son foie fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des interactions?
Puis ensuite, on fait le suivi avec le patient, puis on veut s'assurer qu'il tolère bien le traitement. Donc, est-ce qu'on a prescrit les bons médicaments pour prévenir les nausées, les vomissements? Est-ce que c'est un médicament que je sais qu'il va faire de la diarrhée? Est-ce que j'ai besoin de faire une prescription de médicaments pour contrôler ça? Est-ce que je sais que c'est des médicaments qui vont causer des mucosites ou des ulcères dans la bouche? Donc, on va prescrire un gargarisme. Donc, il y a plein de... Tout ce qui est traitement de support, on s'assure que c'est correct. Puis après, on fait le suivi avec les patients. Ils peuvent nous appeler. On va faire de l'enseignement aussi. On leur explique à quoi s'attendre à la maison, quand est-ce que les effets indésirables pourraient se produire, quoi faire si ça se produit, quand est-ce... quand venir à l'hôpital, si c'est une urgence, si le patient fait de la fièvre, on lui dit, ben oui, il faut venir à l'hôpital. Donc, on a toute une partie enseignement à faire. Puis évidemment, on est disponible pour répondre à leurs questions aussi, puis répondre aux questions des autres professionnels de la santé. Plusieurs fois par jour, mes collègues infirmières, médecins nous appellent pour telle ou telle situation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on a un ajustement de dose? Est-ce qu'on peut prescrire tel médicament? Donc, on est vraiment... on fait partie de l'équipe. Oui, on prépare les médicaments. On a des assistants techniques qui nous aident à les préparer. On vérifie tout ça. Mais on fait vraiment partie de l'équipe là, qui suit tous ces patients-là. Ouais. Fait que votre rôle est quand même clinique là, dans ce niveau-là, vous rencontrez vos patients, puis c'est vous un peu la gestionnaire de tous ces effets indésirables-là quelque part, parce que vous êtes un peu l'expert du médicament aussi, fait que vous savez quel médicament est plus propice, qu'on parlait de nausées, puis là, vous allez pouvoir aider le patient avec les nausées à ce niveau-là. Fait que c'est comme vous la référence effet indésirable pour le patient, si on peut vulgariser ça comme ça. Avec les infirmières pivots qui connaissent aussi, avec le temps, ils apprennent beaucoup, puis nos infirmières pivots qu'on appelle souvent... Nous, au CHUM ou dans les grands hôpitaux, sont spécialisés un peu par site tumoral. Donc, j'ai une infirmière pivot qui travaille en cancer du sein, une autre qui travaille en cancer du poumon, une autre qui travaille en cancer du rein. Donc, elles deviennent un peu habituées avec leur protocole de chimio puis leurs médicaments de chimio. Mais c'est la porte d'entrée, mais on travaille beaucoup en collaboration avec les équipes définitivement. Mais le rôle du pharmacien, c'est d'être le spécialiste du médicament. Donc, on doit connaître les doses, les indications, les mécanismes d'action, les effets indésirables, puis aussi comment les gérer. Essayer d'identifier l'effet indésirable puis dire ça, je pense que c'est dû à tel médicament ou à tel médicament. Puis est-ce que le pharmacien communautaire a quand même aussi un peu ce rôle-là? Parce que il est peut-être super accessible aussi pour les patients qui sont atteints de cancer. Si par exemple, tu arrives puis tu as des nausées, tu vas peut-être avoir le réflexe d'appeler ton pharmacien communautaire. Certainement. Puis c'est un peu dans les cours que j'enseigne à l'université, vous l'avez vu récemment, mais mon but, c'est ça, c'est d'outiller les étudiants puis éventuellement les pharmaciens communautaires à savoir comment ils peuvent aider leurs patients. C'est sûr que les traitements intraveineux sont donnés à l'hôpital, mais le patient, les effets indésirables qu'il va avoir, ils vont arriver la fin de semaine, là, ou ils vont arriver quand il va être à domicile. Donc, c'est sûr que le pharmacien communautaire, c'est une bonne personne à appeler aussi. Il va évaluer le dossier puis il va référer à la bonne personne. Mais il y a aussi de plus en plus des médicaments qui sont servis par les pharmacies communautaires pour traiter les cancers. Donc, on a maintenant la chimiothérapie en pilule ou encore, on appelle ça des thérapies ciblées, des médicaments qui sont plus ciblés pour une mutation en particulier, un cancer en particulier. Puis ça, comme c'est des comprimés, c'est distribué par les pharmacies communautaires. Donc, c'est ces pharmaciens-là qui vont faire le suivi des effets indésirables, puis ils vont regarder dans l'ordinateur les résultats des prises de sang avant de donner le médicament. Donc, il y a quand même des suivis à faire. Puis évidemment, on travaille en collaboration avec eux. Là, nous, à l'hôpital, ils ont nos numéros de téléphone, on peut se parler, puis on essaie de travailler en équipe, puis de bien les outiller à savoir quoi faire là, avec si leurs patients présentent des effets. Ouais. Parce que ça, le patient, il va se rendre à l'hôpital pour son traitement, par exemple, même intraveineux. Il va se rendre à l'hôpital, mais sa vie continue à l'extérieur. Il va pas être Est-ce que les patients sont des fois hospitalisés, en fait, pour quelques jours? Oui, pour certaines chimiothérapies, entre autres nos leucémies, par exemple, ou des lymphomes ou des greffes de cellules souches, les patients vont être hospitalisés pendant plusieurs semaines parce que les traitements qu'on leur donne sont tellement puissants que ça fait on appelle ça des neutropénies. Leurs globules blancs, leur système immunitaire tombe à zéro dans le sang. Là. Ils n'ont plus de système immunitaire, donc on ne peut pas les laisser à la maison. Ils sont tout seuls dans une chambre qui est bien fermée, qui est bien ventilée et on doit se masquer, puis il ne faut pas être malade pour aller les voir. Donc, ces patients-là vont rester souvent plusieurs semaines à l'hôpital pour recevoir leur traitement, mais aussi pour récupérer des effets indésirables du traitement. Oui. Fait qu'on peut les hospitaliser. C'est parce que dans le fond, le système immunitaire de les patients, c'est vraiment comme à zéro. C'est comme si on remettait tout à zéro, puis c'est pour ça qu'ils sont super à risque d'infection, puis de comme... Je sais qu'il y a beaucoup de protocoles à prendre. Il faut vraiment qu'ils fassent comme davantage attention à tout ce qui est leur hygiène, tout ce qui est le contact avec des personnes malades, parce que justement, leur mécanisme de défense naturel du corps, il est juste comme plus existant avec un traitement de chimio? Ou... Quand on donne la chimiothérapie, si je prenais une prise de sang à tous les jours là, pendant les 3 semaines, là, tantôt on a dit qu'un traitement, par exemple, ça pourrait être aux 3 semaines, je verrais que les globules blancs ou les neutrophiles, au bout de la 7e ou la 10e journée, là, ils seraient à zéro.
0,1, 0,2. Puis là, le corps, ben, il est capable d'en fabriquer d'autres, il va en fabriquer d'autres. Puis là, ça va augmenter tranquillement, mais il y a une période là, d'à peu près une semaine entre ces 2 cycles de chimio où le patient, ses globules blancs sont presque à 0 et donc il n'est pas capable de se défendre contre les infections. Okay. Donc, c'est pour ça que ces patients-là, on leur dit d'éviter d'être en contact avec des gens qui sont malades, d'éviter d'aller dans les restaurants ou dans des salles de cinéma. Là, avec la pandémie, ça a un peu changé. On leur disait d'éviter même, vous vous rappelez, avant la pandémie, il y avait des restaurants de style buffet là, où tout le monde touchait à toutes les cuillères et tout ça. On ne veut pas que ces patients-là aient là pendant leur période de neutropénie parce qu'il y a plein de virus qui se promènent autour d'eux, des bactéries, puis ils ne seraient pas capables de combattre ça. Donc, puis s'ils font de la fièvre, pendant cette période-là, ben, il faut les référer à l'hôpital. Donc, c'est des précautions qu'on leur demande de suivre pour se protéger là, eux, des virus. Ouais. Parce que dans le fond, le risque, c'est que ces patients-là, ils décèdent d'une infection banale de la vie quotidienne parce que justement, ils ont comme plus de système immunitaire. Est-ce que c'est de ça qu'on a peur quand on va effectivement, c'est que dans le fond, on hospitalise le patient, on lui donne des antibiotiques intraveineux, on s'assure qu'il n'y a pas d'autres sources d'infection. Si on trouve la bactérie, on va la traiter. Donc, effectivement, normalement, quand vous et moi, on attrape un virus ou une infection, on va être malade quelques jours, on va le combattre, puis on va passer au travers. Mais c'est notre système immunitaire qui nous permet de faire ça, nos neutrophiles, nos lymphocytes. Donc, eux, ils sont presque à 0 ou sont très affaiblis, donc ils ne sont pas capables de se défendre. Donc, il faut faire bien attention. Ouais. OK. Puis vous, comme votre rôle, c'est peut-être une question plus personnelle, mais ça me faisait penser tantôt quand vous parliez de comme toute l'équipe interdisciplinaire, comme, ben, sentez-vous vraiment des réponses plus générales, mais comment vous faites pour vous détacher de comme émotionnellement, tu sais, comme de pas ramener ça à la maison, comme c'est quand même des situations difficiles que vous êtes confrontés à chaque jour, puis comment toute l'équipe ou vous faites pour, tu sais, se dire comme, tu sais, c'est triste, mais comme passer un peu outre ça, puis pas se laisser emporter dans toutes ces émotions-là qui peuvent venir justement avec le cancer, là? C'est une bonne question. C'est du travail. On s'en parle. Hein. Des fois, quand il y a des situations difficiles à la clinique, on fait un petit meeting, on se parle ensemble, ça fait du bien d'en discuter. Il faut en parler à quelqu'un. Des fois, j'arrive à la maison, puis je peux juste ventiler à mon chum puis expliquer la journée que j'ai eue sans donner les détails de patient, mais il faut qu'on en parle. C'est sûr qu'il y a des situations qui viennent plus nous chercher. Puis évidemment, des fois, il y a des situations qui viennent plus nous chercher pour des raisons personnelles. Moi, ma mère et mon père sont décédés de cancer, donc c'est sûr que quand je vois des gens de leur âge qui ont un cancer, bien, ça me rappelle ma mère, ça me rappelle mon père. Donc, c'est sûr que des fois, ça vient nous chercher des émotions qu'on a vécues par le passé. Mais en même temps, ça me permet de relativiser plein de choses dans la vie. Moi, je travaille avec des gens qui ont le cancer, qui passent à travers des obstacles extraordinaires, qui sont résilients, qui sont courageux. Donc, des fois, dans ma vie, quand je suis impatiente parce que mon ordinateur a planté puis je vais le redémarrer, mais je me dis, regarde, il y a des choses pires que ça dans la vie. Là. Fait que ça m'a aidé beaucoup à rationaliser, puis ça donne un sens à mon travail parce que tout ce que je peux faire comme petit geste pour les aider, ben, ça fait tellement de différence pour eux que c'est juste... Mon émotion par rapport à ça, elle est... Oui, on la vit, on la met de côté, mais en même temps, c'est plus important pour moi d'aider le patient. Fait que vous mettez votre chapeau professionnel de la santé et non le chapeau de la fille que ça, c'est ma mère, puis c'est moi qui vit tout ce processus-là, mais c'est le fait que vous pouvez aider le patient qui vous aide à comme passer à travers tout ça aussi. Là. Mais c'est sûr qu'il y a des journées où c'est plus difficile, puis il y a des histoires qui viennent nous toucher plus que d'autres, là, des gens de notre âge, des gens plus jeunes que nous. Je vieillis plus, mais quand je vois des jeunes dans la vingtaine ou des jeunes mamans qui viennent d'accoucher, qui ont un cancer, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de raisons. Même des personnes plus âgées, c'est pas parce qu'ils sont plus âgés que c'est pas triste. Là, ils viennent nous toucher, puis mais c'est le travail. Ça donne tellement un sens de les aider puis de pouvoir les accompagner un petit bout dans leur processus que ça vaut la peine quand même. Ça doit être vraiment gratifiant. Oui, complètement. Voyez-vous pas mal est-ce que vous voyez autant les adultes que les personnes âgées que les enfants, ou c'est par exemple les adultes et les enfants, c'est complètement deux populations différentes, vous y toucherez pas nécessairement dans votre pratique? Dans ma pratique à moi, je vois pas les enfants parce que dans mon hôpital, on traite pas la pédiatrie, on n'a pas d'enfants. Les enfants avec le cancer sont traités à Sainte-Justine, par exemple, ou au Children à Montréal, ou encore à Québec ou à Sherbrooke. Nous, on n'en a pas au CHUM. Donc, je travaille principalement avec une clientèle adulte, donc 18 ans et plus. Donc, c'est sûr que c'est des adultes ou des personnes âgées. Mais on traite aussi des personnes... on a des patients qui reçoivent des traitements là, qui ont 80, 82 ans, 85 ans. Donc, c'est pas, on se fie pas juste à l'âge. Là. On veut s'assurer que tous les patients peuvent avoir un traitement. Puis, à travers tout votre parcours, est-ce que vous avez comme
anecdote ou une petite, un moment plus marquant qui vous touche particulièrement, que vous voudriez nous partager par rapport à une situation avec un patient ou peut-être en général pour comme, tu sais, ça nous donner un petit aperçu de votre travail puis comment que ça vous a comme, c'était gratifiant pour vous ou au contraire quelque chose qui vous a vraiment touché puis qui vous a marqué là, pour la future pratique. C'est une bonne question. Il y a tellement de patients qui viennent nous chercher puis des belles histoires qu'on a eues là. Il y a un patient récemment un peu à l'automne je pense, puis c'était son premier traitement puis je devais venir lui enseigner faire l'enseignement sur sa chimio puis lui expliquer tout ça. Puis il y avait plein de questions, puis il était pas sûr. Fait que l'infirmière a dit, il veut pas se faire piquer pour s'installer sa chimio, il veut que tu lui parles. Puis là, je suis allée m'asseoir avec lui, puis finalement, j'ai parlé comme, je pense, pendant 45 minutes. Puis il me posait des questions, mais il me parlait de sa vie, puis il me parlait de son processus, puis où il était rendu. Puis finalement, il en voulait pas de la chimio, puis là, il en voulait. Puis, fait que, tu sais, ça dépassait un peu mon rôle, mais il y avait juste besoin d'être écouté. Puis, tu sais, après ça, je revenais, puis je dis, oui, mais la chimio, ça ferait telle affaire. Puis là, il dit, oui, c'est correct, je vais la prendre, la chimio. Puis il continuait, mais il y avait des questions, puis il avait besoin d'être écouté, puis il avait besoin qu'on lui réponde. Puis juste le fait que je prenne du temps avec lui, ça l'a rassuré, puis il a dit oui, c'est correct. Puis l'infirmière est venue, puis je suis revenue le voir un peu plus tard dans la journée, puis il m'a remercié. Puis fait que c'est un petit geste anodin, c'est un peu de temps, mais ça démontre que ces gens-là vivent tellement de choses, puis c'est pas juste moi qui arrive, puis dis là, vous allez avoir mal au cœur, puis vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. C'est faut vraiment, il y a vraiment un côté humain, puis un contact là, qu'on crée avec ces patients-là. Puis quand je vais le revoir dans 3 semaines, je vais aller le voir, puis il y a ce contact-là. Ça, c'est aussi un beau côté du rôle du pharmacien qu'on a, c'est de créer des contacts, des liens de confiance avec nos patients. Ouais, c'est gratifiant aussi. Parce que justement, dans ce tourbillon-là de nouvelles informations, puis de diagnostics, puis de mauvaises nouvelles, d'avoir quelqu'un qui prend le temps de juste t'écouter pour qui tu es comme personne et pas parce que tu vas recevoir un traitement de chimiothérapie. Tu sais, ça doit faire toute la différence aussi pour ces personnes-là, puis de toi donner du temps pour ces gens-là pour vraiment et de les écouter, tu sais. Des fois, c'est peut-être tout ce qu'ils ont besoin aussi là, dans tout ce tourbillon d'informations. C'est impressionnant. J'ai vu ma mère qui a eu des traitements, j'ai vu ma belle-mère, puis c'est tellement gros pour eux quand ils arrivent. Là, ils ont de l'information partout, ils ont plein de professionnels qui viennent les voir. Fait que c'est sûr que c'est vraiment un tourbillon, puis des fois, ils perdent le fil, puis ils ont juste besoin qu'on les écoute, puis qu'on regarde avec eux qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, puis c'est important, mais ça fait toute la différence. Parce que le nombre d'informations que tu te fais donner dans tes premiers traitements... C'est peut-être normal là, que quand tu reviens chez vous, il te manque des bouts là, à ce que les professionnels t'ont expliqué. Puis on leur donne tout papier aussi, puis on leur donne notre numéro de téléphone, ils peuvent nous appeler, tout ça, mais effectivement, c'est beaucoup d'informations. C'est ça. Quand tu veux une situation stressante, puis là, tu arrives, tu as plein d'informations. En tout cas, moi, je suis comme des fois, je retiens même pas à moitié, surtout quand tu veux une émotion tellement forte. Peu importe ce que la personne va te dire, c'est comme, pour toi, c'est comme, tu penses pas à ça, ça tourne dans ta tête, puis là, comme, mais c'est gros ce que tu t'en vas faire, fait qu'il faut que tu sois bien encadré, puis il faut que tu sois conscient de ce que tu vas faire. Fait que ça doit être vraiment difficile, honnêtement. Là. En tout cas, tous les patients qui sont atteints de cancer ont tout mon respect parce que ça prend tellement de courage, je pense, pour passer à travers tout ça, là, que comme c'est quelque chose de difficile, c'est un long processus. Puis, en tout cas, merci à des personnes comme vous de prendre le temps, je pense, d'être avec ces patients-là, puis de prendre le temps de les écouter aussi, puis de les aider dans le processus. Je pense que vous avez un impact significatif dans la vie de chaque patient que vous avez eu la chance de croire, eu la chance, entre guillemets, c'est pas trop chanceux. Oui, mais non, je souhaite pas les voir dans notre clinique, mais c'est ça. Mais on est une grosse équipe, on est vraiment plusieurs professionnels de la santé, puis c'est ça qui nous aide aussi, c'est le fait de travailler en équipe, puis même à la pharmacie d'oncologie, on est plusieurs pharmaciens, puis c'est un côté intéressant de notre pratique. T'sais, on est une dizaine de pharmaciens à travailler en même temps, fait qu'on a toujours quelqu'un avec qui discuter. Hey, j'ai un cas, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? T'as-tu déjà vu ça? Donc, c'est vraiment aidant aussi de travailler en équipe. Bien, merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous parler de tout ça, de démystifier un peu qu'est-ce qu'est le cancer. Je pense que vous avez bien établi les bases, en tout cas au moins, pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce que le cancer, qu'on entend souvent parler. Je pense que c'était vraiment important comme discussion, puis c'était super intéressant aussi. Fait que merci beaucoup pour votre participation. Merci de l'invitation. Merci à vous.